Super, merci. Bon. Ok, allez, on est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous, donc deuxième épisode de ce cycle de 3 conférences, des conférences d'ouverture qui sur 1 heure. C'est l'occasion d'esquisser un paysage, mais c'est des conférences qui pourraient, enfin j'en ai un peu sous la pédale, on pourrait vraiment aller chercher des choses, des approfondissements plus longs. Donc on va être aujourd'hui sur un temps un peu de définition des enjeux spécifiques donc, du livre d'artiste. L'idée étant de suivre un peu le cheminement chronologique, historique qu'on avait entamé la dernière fois pour ceux qui étaient là, donc, puisqu'on avait démarré fin 19e avec le tout premier, ça devait être Mallarmé et Manet, et sur cette émergence, donc au 19e siècle, de ce qu'on appelle le livre de peintre, ou le grand livre illustré, ou le livre de dialogue, etc., qui était l'occasion déjà de commencer à poser des questionnements spécifiques de la relation que les plasticiens, les peintres et les artistes en général nouaient avec le livre. Voilà, donc peut-être, d'abord, je présente l'image derrière, mais j'en parlerai un petit peu mieux tout à l'heure, pas forcément de celle-là, mais c'est une peinture d'Édouard Ruchet. Alors peut-être certains le connaissent déjà un petit peu, un artiste américain du pop art, mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. J'aime bien cette phrase, alors, je ne la traduis pas, peut-être pas la peine, mais bon, si, c'est des artistes qui font des livres, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on est artiste que de faire un livre? C'est un peu ça, ce cycle de conférences. Qu'est-ce que le livre fait sur l'artiste et qu'est-ce que l'artiste fait au livre? Voilà. Et comment un peu ça peut circuler entre ces deux pôles qui ne sont pas forcément voués à se rencontrer. On verra qu'il y a des raisons de se rencontrer, mais il y a finalement aussi des raisons de se frotter un peu l'un à l'autre. Alors d'abord, peut-être rappeler rapidement. Est-ce que j'ai ramené quelques images pour ceux qui se rappellent? Je vais revenir peut-être sur... J'avais terminé là-dessus la semaine dernière avec Duchamp, Marcel Duchamp. Je ne vais pas revenir sur cette image-là, mais juste rappeler les enjeux spécifiques que j'avais dégagés avec vous la dernière fois, donc il y a quelques semaines, qui était cette question du livre illustré. Qu'est-ce que c'est que le livre illustré? C'est dans les premiers temps de l'émergence de cette relation entre l'artiste et le livre, il y a un individu entre les deux, il y en a deux en fait. C'est l'écrivain. Et effectivement, on a vu qu'un des points fondamentaux du grand livre illustré, version première moitié du XXe siècle, c'était des livres dans lesquels l'écrivain avait une place prépondérante, voire même une place un petit peu embêtante, quoi. Il devenait presque gênant à force d'être celui qui construit, qui définit un petit peu l'élaboration de ses livres. À chaque fois qu'un Manet fait un livre, c'est à partir d'un texte, de Mallarmé, par exemple. Même quand Dali fait un formidable livre, on l'avait vu à partir de Lautréamont, c'est quand même à partir d'un texte de Lautréamont. Donc finalement, tous les livres illustrés du début du XXe siècle vont finalement germer dans cette prise de conscience progressive de l'importance de créer un livre, mais aussi, et c'est ça qui va être intéressant, de la construction d'un dialogue très fort, qui va être celui du dialogue entre le poète, l'écrivain et l'artiste. Et ça va être important, c'est vrai, parce que une partie de l'art moderne s'est construite aussi grâce à la poésie. La poésie a toujours été à l'avant-garde des grandes révolutions artistiques au XIXe et au XXe siècle. Elle a toujours été un peu comme ça aux avant-postes. Et les peintres, les artistes en général, vont en grande partie aussi s'inspirer de cette grande liberté qu'avaient les écrivains pour essayer, à l'intérieur de leur pratique picturale, de se libérer de la figure, par exemple. Il est intéressant de voir comment est-ce que les cubistes, qui ont mis vraiment à distance la question du naturalisme, de la représentation, vont aussi s'appuyer beaucoup sur la liberté figurale, on peut dire, presque du texte,
Mallarmé, par exemple, on en avait parlé un petit peu, pour ceux qui connaissent, c'est des textes quand même très ésotériques, très étranges, où le langage est tellement travaillé qu'on ne comprend plus grand-chose à la fin. Enfin, il y a vraiment un démembrement de la grammaire qui va inspirer entre... voilà. Donc il y a vraiment un duo qui va se créer au travers de ça, et au travers donc d'un troisième personnage, auquel on ne pense pas souvent, mais auquel je vais revenir un peu tout à l'heure, qui est donc l'éditeur, et qui est un élément important aussi. Parce que sans éditeur, il n'y aurait pas eu cette histoire-là. Hein, sans Vollard, sans Kahnweiler, sans Thériade, voilà, sans ces grands éditeurs, il n'y aurait pas eu sans Thériade, il n'y aurait pas eu Jazz de Matisse. Parce que c'est vraiment Thériade qui a initié ce projet-là. C'est toujours l'éditeur qui initie. Voire même, c'est là que c'est intéressant, c'est souvent l'éditeur qui rassemble. C'est là que les éditeurs sont aussi importants. Ils vont dire, toi, tu devrais travailler avec tel poète. Hein, et ils rassemblent comme ça des individus qui ne se connaissent pas forcément. Hein. Je crois que par exemple, Apollinaire ne connaissait pas Picasso. Jacob ne connaissait pas Picasso. Hein, c'est deux grands poètes. Et c'est Kahnweiler qui les met en contact. Voilà. C'est important parce qu'après, ils vont avoir quand même des belles histoires ensemble après coup et ils vont travailler en communauté. Alors, on a remonté un petit peu donc, ce cheminement des années... je reviens un peu à cette image et puis je vais envoyer quand même pas faire trop de parenthèses. Je vais essayer de faire qu'une heure, hein, pour ne pas déborder. On a remonté un petit peu cette histoire et en fait ce qu'on avait pu observer c'est comment, je l'ai dit, cette relation devenait de plus en plus intense, comment le livre s'autonomisait et comment est-ce qu'il devenait presque un peu un enjeu plastique à part entière. Hein. On considère de plus en plus le livre comme un objet à part entière. Il va y avoir, et ça va être l'objet d'aujourd'hui, une rupture très forte qui va s'opérer dans les années 60 et qui va permettre de basculer dans ce qu'on appelle le livre d'artiste. Donc déjà peut-être pour commencer, et c'est pour ça que je vous montre du Ruchet, je vais peut-être passer sur ces images-là, c'est intéressant. Ça serait les prémices. C'est un livre de Yves Klein. Hein, vous connaissez peut-être Yves Klein avec ses Yves Klein le monochrome, le bleu, les anthropométries, etc. Le bleu Yves Klein. Yves Klein avait déjà fait un livre, je crois que ça date de 56, vous m'excuserez pour les dates, je crois que je ne l'ai pas noté, c'est pas très grave, ça se trouve facilement, qui s'appelle Yves Peinture, qui est un catalogue d'exposition, déjà très étrange. Pourquoi ? Parce que c'est un catalogue où il n'y a rien à lire. Hein, donc il y a déjà plusieurs choses qui se mettent un petit peu en jeu dans ce livre ici, dans le rapport au texte notamment. Dans le rapport au texte, dans la manière dont l'artiste s'approprie le livre. Peut-être j'y reviendrai après. Je vais passer également là-dessus. Voilà, je vais peut-être commencer par ça. Je vais commencer par celui-là, parce que c'est sur celui-là qu'on va s'arrêter pendant un petit moment, et qui va finalement nous servir de point d'interrogation pour essayer de poser ensemble les enjeux spécifiques du livre d'artiste. Donc j'ai dit il y a des antécédents, j'ai montré Yves Klein, moi j'ai montré rapidement Duchamp. Je considère volontiers Duchamp, peut-être qu'on y reviendra encore pour voir comment dans la définition Duchamp aussi a participé de ces quelques artistes qui ont ouvert des voies, mais Duchamp a fait partie de ces artistes qui ont transformé un peu la définition du livre. Là on est en 62, avec 26 Gasoline Station, 26 stations essence, un livre de Édouard Ruchet. Voilà. Alors ça s'écrit, je ne sais pas si j'ai l'orthographe, c'est dommage. Le voilà. Ça s'écrit Ruchat, d'accord ? Mais ne dites surtout pas Ruchat, il faut dire Ruchet. C'est comme ça. C'est lui-même qui avait indiqué ça dans le catalogue d'une exposition. Si on veut être un peu en société, si on veut être un peu chic, il faut dire Ruchet, sinon c'est cramé direct. Édouard Ruchet. Alors d'abord, peut-être une petite chose avant de commencer. Ruchet, artiste formidable, plutôt catalogué pop art, années 60, mais en fait il navigue un peu entre les mouvements. Vraiment initiateur de plein de choses. C'est très intéressant pour ça. Très tôt, fin 50, début 60, il est vraiment dans les premiers artistes, avec Warhol et quelques autres, à repenser un petit peu l'art du point de vue de cette émergence de cette grande décennie des années 60. Il a une actualité en ce moment, pour ceux que ça intéresse, sur Paris, à la galerie Gagosian. Galerie Gagosian, grosse galerie, la galerie des galeries, n'est-ce pas ? New York, Paris, Berlin, partout, il a des succursales un peu partout, c'est vraiment la grosse galerie. Jeff Koons doit être là-bas. Je vous montrerai une petite image de Jeff Koons d'ailleurs. Et ça me permettra lui aussi de mettre une petite critique, peut-être encore gentiment, à Ruchet un peu plus tard. Donc actualité sur Paris en ce moment même, une exposition de Ruchet, surtout des livres de Ruchet et des livres qui ont été faits à partir des livres de Ruchet. Je ne montrerai pas aujourd'hui, mais ça serait presque l'occasion d'une conférence en soi.
Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ce livre? Plein de choses. Je peux peut-être le dire maintenant, mais le point le plus fort pour moi, j'aurais 4 points clés pour expliquer pourquoi le livre d'artiste est important et en quoi il se différencie du livre illustré. Le premier point très important, Ruchet est tout seul. Alors ça a l'air tout bête, mais qu'est-ce que c'est qu'un livre d'artiste? Comparé au livre illustré, c'est un livre d'artiste. C'est-à-dire c'est un artiste qui fait un livre. Donc, qu'est-ce que fait Ruchet? Il dit, je vais faire un livre tout seul. Alors c'est pas rien. Parce que déjà, pour la première fois, et on l'avait un tout petit peu avec Duchamp, un tout petit peu avec Yves Klein aussi, mais c'est l'élément le plus radical, qui est tout bête en fait. L'artiste fait un livre tout seul. Il n'a plus besoin de l'écrivain. Et c'est important, parce que je vous le dis, l'écrivain avant était à la fois enrichissant, important, mais à un moment il devient enquiquinant quand même. Il devient enquiquinant parce que c'est lui qui dicte ce qu'on va faire. Quand vous partez d'un texte, d'un seul coup, vous êtes obligé de vous dire quelle relation je vais avoir avec ce texte, est-ce que j'illustre, est-ce que j'illustre pas, comment je me positionne. Alors on avait une évolution progressive dans la première moitié du XXe, pendant l'époque du grand livre illustré, c'est que petit à petit, par exemple, les peintres prenant quand même un petit peu de l'importance, et puis étant un peu fiers aussi de leur travail, avaient dire non, c'est moi qui choisis le texte. Et quand par exemple un éditeur comme Thériade propose à un artiste de travailler, Dali par exemple, c'est pas avec Thériade, si c'est peut-être avec Thériade, Dali par exemple choisit son texte. Je vais travailler à partir de Lautréamont. Donc c'est déjà une petite modification, d'accord? C'est pas on lui dit tu vas nous illustrer comme Gustave Doré à qui on dit tu vas faire la Divine Comédie, tu vas illustrer La Fontaine, etc. Non, là c'est l'artiste. Donc quelque part il y avait déjà une première appropriation. Avec Jazz, par exemple, de Matisse, qu'on avait entrevu très rapidement, il y avait un petit basculement. Mais on était déjà dans les années 40. Avec Jazz, il y a un basculement. Déjà, Matisse écrivait son propre texte. Il ne faut surtout pas sous-estimer cet élément-là. Parce qu'effectivement, on va voir émerger une forme tout à fait neuve dans ce début des années 60, qui est un livre, un objet spécifique, presque industriel, un livre, même je dirais plus que ça, un livre banalement, un livre que les artistes acceptent et prennent à bras-le-corps en tant qu'œuvre d'art. C'est toute la complexité, tout ce que je vais essayer de développer avec vous aujourd'hui, c'est montrer comment est-ce que cette émergence de ces types de pratiques du livre d'artiste dans les années 60 viennent à la fois briser, transformer, opèrent une rupture forte dans cette histoire du grand livre illustré, et d'autre part aussi, c'est ça qui est intéressant je pense pour nous, vont venir interroger en retour le champ de l'art contemporain, enfin qu'on n'appelle pas encore art contemporain encore à l'époque. Voilà un petit peu. J'ai peut-être une définition peut-être toute simple comme ça de Paul Biontini qui dit « Un livre d'artiste est une œuvre créée sous la seule responsabilité de l'artiste. Il est produit par les techniques les plus adaptées à une publication de qualité en quantité illimitée. Il devrait être disponible partout où l'on vend des livres à un prix modéré. » Définition très étrange. Très étrange, pourquoi? Parce qu'elle contredit toutes les définitions traditionnelles qu'on se fait de l'art. D'accord? Et pourtant, tout l'enjeu, c'est de dire qu'un livre d'artiste reste de l'art. D'accord? Un objet simple, en quantité illimitée, c'est l'inverse de l'œuvre, qui est rare, normalement, et cher. Et on avait vu d'ailleurs comment, même si vous avez cherché à échapper à une certaine bibliophilie, comme ça, de collectionneurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces beaux livres, avec des belles reliures en cuir, des papiers comme ci, des choses comme ça, malgré tout, tous les livres illustrés qu'on avait pu voir restaient des livres à 50, 100, 300 exemplaires maximum, numérotés, signés. Donc quelque part, il y avait toujours en creux cette logique de réinsuffler dans un objet par essence industrielle, une logique qui ne lui était pas propre, qui était celle de l'art, qui était une logique de la rareté. Pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de collection. On flattait un peu le collectionneur. On voulait comme ça générer aussi une dynamique de la collection. Ça ne sera pas le cas avec le livre d'artiste. Voilà. Je vais revenir sur ces points-là. Alors, Édouard Ruchet, qui va être un petit peu notre premier point d'entrée, né en 1937, voilà le livre, je vais y revenir après, 26 Gasoline Station, livre fondateur, essentiel, clé, 62, on considère volontiers que c'est le premier vrai livre d'artiste, d'accord? C'est compliqué de dire qui est le premier, qui est le dernier, etc. Mais on va dire que c'est un marqueur historique. Moi je dirais Duchamp. Mais la différence avec Duchamp, je dis toujours Duchamp, mais la différence avec Duchamp, c'est qu'il n'a pas eu de descendance.
par exemple. Duchamp, effectivement, a fait deux, trois très belles éditions, vraiment révolutionnaires. On l'a vu avec la boîte verte la dernière fois. Mais il n'a pas eu vraiment de descendants. C'est un livre qui est resté peu diffusé et qui est resté assez peu connu dans sa production. Donc, s'il y a révolte, s'il y a radicalité, mais s'il n'y a pas descendance, c'est comme un acte un peu manqué, quoi, historiquement. Alors, Édouard Huchet, j'ai dit 1937, il est américain, il est né au Marat, peintre, mais on pourrait dire aussi photographe, on pourrait dire aussi réalisateur, puisqu'il a tourné quelques films, et il est très connu donc, pour ses livres d'artistes, je vais revenir là-dessus. On le classe souvent dans le domaine des artistes pop art, des artistes dits art conceptuel. Il a travaillé, il a fait ses études. C'est très intéressant, premier élément, à la sortie de ses études, il a commencé à travailler chez un imprimeur, Carson Robert Advertising Agency, à Los Angeles. Un peu plus tard, il a travaillé pour Art Forum. Je ne sais pas si vous connaissez Art Forum, une grande revue d'art contemporain américaine de cette époque. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on va voir comment est-ce que... peut-être je peux vous montrer une autre œuvre, peut-être qui serait un petit peu plus révélatrice. Je vais revenir sur ces quelques... Voilà, celle-là, pourquoi pas ? Avec Édouard Huchet, on est vraiment ici dans une esthétique pop. Sauf qu'on est très tôt dans le pop art. Pourquoi une esthétique pop ? Peut-être avant d'expliquer, avant d'arriver à ses livres, avant de parler de ses peintures, j'essaie de parler de pourquoi il a fait ses peintures et pourquoi ces peintures ont permis aussi qu'il fasse ce type de livre. Même si les deux choses sont venues en même temps, on est vraiment dans l'esthétique pop art. On connaît tous ce que je l'ai mis après. J'ai dû mettre une Marie-Livre quelque part ou pas ? Même pas. Mais c'est peut-être pas très grave. On est vraiment dans l'esthétique pop art, c'est-à-dire dans cette idée de s'approprier, au début des années 60, des grands icônes de la consommation, des grands icônes de la société américaine, et d'opérer déjà cette espèce de basculement qui est déjà très radical pour l'époque. Il faut vraiment se l'imaginer de cette manière. Pour nous, aujourd'hui, les Marilyn, c'est sympa. On peut presque en acheter chez Ikea. Mais à l'époque, c'était vraiment des ruptures très très fortes, puisqu'elles impliquaient effectivement qu'on utilisait un médium froid, la photo, qu'on utilisait des icônes froids artistiquement, des images de la société de consommation, qu'on inscrivait comme ça un rapport très profane à l'œuvre d'art, et qu'on finalement mettait à distance quelque chose qui relevait d'une évidence dans le champ de l'art, qui était « moi, artiste, je m'exprime ». Je vais un petit peu vite, mais qu'est-ce qu'on avait par exemple dans les années 50 ? Toujours regarder avant. Quand on veut comprendre le après, toujours regarder ce qu'il y a avant. Donc dans les années 50, qu'est-ce qu'on a ? On a la grande victoire, j'allais dire presque, de l'expressionnisme américain. L'expressionnisme abstrait américain, de Kooning ici, Pollock là, avec le fameux dripping. On a tous croisé à l'occasion ce type de toiles, qui sont des toiles très expressives, très expressionnistes, et qui effectivement reprennent des préoccupations. Je vous ai même mis un Kandinsky, parce que Kandinsky, malgré sa rigueur ici un peu géométrique, est vraiment quelqu'un à fleur de peau. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'expression de l'intériorité. On pourrait presque un peu schématiser comme ça. L'artiste étant quelqu'un qui va prendre une espèce de bouillonnement intérieur pour le projeter à l'extérieur. Et ce bouillonnement, il va être émotif, il va être sensible, et il va comme ça émotif. Kandinsky donc va être dans cette logique de l'expression, et c'est donc une logique qui a pour élément clé de mettre toujours l'artiste au cœur du travail. L'artiste comme individu, comme singularité, comme sensibilité. Chez de Kooning, ça se voit par quoi ? Moi, artiste, je m'exprime, et ça se voit parce que j'utilise ma main, et que ma main a produit des traces. Et ces traces, c'est les traces d'un pinceau pris dans une gestualité. Il y a des giclures, il y a une dynamique, il y a presque, je dirais, en creux, un mode de vie. Alors de Kooning, je ne sais pas trop, mais enfin, Pollock, c'était quelqu'un qui aimait bien la boisson, qui était dans une espèce de vie qu'on brûle par les deux bouts. Donc toute une logique, sans dire bohème, en tout cas une logique de vie qui était une logique d'intensité. Et cet héritage-là, il va être battu en brèche dans les années 60. Et c'est très important parce qu'effectivement, tout ce qu'on appelle l'art contemporain s'initie
même si cette logique d'expression reste très forte et essentielle dans le champ de l'art, elle ne partira jamais, le cœur de l'art, c'est quand même la question de la singularité. Mais la singularité est repensée par tous ces artistes des années 60. Vous voyez ici, par exemple, quelqu'un comme Lichtenstein, que vous connaissez probablement, des très grandes toiles, pop art américain. C'est important, là encore, je le dis, parce que Ruchet a été très marqué par l'œuvre de Lichtenstein, qui lui a été présentée par le galeriste Léo Castelli à l'époque. Que fait Lichtenstein ici? Il se moque comme c'est pas permis. Ça, c'est une blague, en fait, hein, cette peinture. Pourquoi? Parce que c'est une peinture qui s'appelle Splash, très grande toile, dans laquelle il va peindre une trace de pinceau. D'accord? Sauf que cette trace de pinceau, je ne sais pas si vous le voyez, elle est faite à la manière d'une bande dessinée. C'est-à-dire que tout est refroidi. Il n'y a rien qui est fait main. En fait, tout est fait main. Mais ça pourrait être fait par quelqu'un d'autre. Hein, ça pourrait être produit par une machine à la limite. Hein. Là, je devance un petit peu parce qu'on aura ça plutôt avec les minimalistes ou avec l'art conceptuel, mais c'est pas gênant. On a ici volontairement une forme d'ironie vis-à-vis de cet héritage expressionniste du champ de la peinture abstraite, qui est ici repris au sein du pop art avec une gestualité neutre, presque sans ego. L'ego est mis à distance. Voilà une autre toile de Jasper Jones, qui est considéré peut-être comme un préfigurateur, un des grands préfigurateurs du pop art, qui a beaucoup marqué Ruchet aussi. C'est pour ça que je vous montre ces images-là. Le drapeau américain. Voilà. Tout ça pour expliquer que chez Ruchet, ici, l'utilisation de cette station essence a valeur d'icône américaine, et finalement, les toiles, par exemple, de Ruchet, sont toujours très plates. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matériologie. C'est très lisse, c'est très technique, on dirait presque un peintre d'enseigne, quelque chose de très professionnel, mais dans laquelle, méthodiquement, toutes les traces singulières ont été volontairement évacuées. Même ce grand dégradé à l'arrière-plan pourrait sembler être un peu sensible, etc. En fait, c'est là encore très ironique, c'est comme une espèce de coucher de soleil. Coucher de soleil un peu cinématographique, hein. D'ailleurs, c'est souvent des toiles un peu en 16/9, hein. C'est pas pour rien. Il y a des références un peu comme la Marilyn de Warhol, il y a des références implicites à la mythologie cinématographique américaine et à là aussi cette grande société de consommation naissante et toute la mythologie qui va avec. Quelque part, cette station essence est un mythe. C'est comme la victoire de Samothrace, quoi, un petit peu. C'est comme, je ne sais pas, une espèce de déesse grecque. C'est un élément qui est pris et compris à la fois comme une espèce d'icône moderne, ample et totale. Voilà, je vais peut-être avancer un petit peu. Ici, c'est d'autres toiles. Pareil, je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus pour aller peut-être plus sur l'essentiel, mais c'est des techniques très lisses, c'est des pochoirs, et tout est frotté à la main. Utilisation du texte, je le disais tout à l'heure, ça aussi c'est très fort. Pour la première fois, on a vraiment des artistes qui n'utilisent que le texte dans leur toile, c'est des grandes toiles, qui n'utilisent que le texte. Je vous l'avais dit, il était graphiste avant. Donc c'est pas anodin. Il est toujours très intéressé par des questions de typographie, des questions de rapport au texte, qui sont ensuite transposées dans le champ de la peinture. Voilà encore une toile. Vous voyez par exemple ici comment la dispersion de la couleur est encore très neutre finalement. Là on a une espèce d'effet de brouillard, mais surtout pas de main, surtout pas de traces, de gestes. Hein. On va juste presque diffuser la couleur d'une manière presque hasardeuse, limite involontaire, en tout cas neutralisée. Voilà, c'est un sujet sur lequel il va travailler plusieurs fois. Je vais parler un petit peu de Marilyn. Pareil, un autre icône, hein, toujours une toile ici de Édouard Ruchet. Jacques. Le voilà, le Édouard. Made in USA. Ok, beaucoup de slogans. Bon, je vais peut-être passer. Ça c'est beaucoup plus récent. Je vais passer pour venir à l'essentiel. Donc c'est-à-dire pour arriver à ce petit livre qui est très étrange. Très étrange pourquoi? Parce qu'il est absolument banal. C'est un tout petit livre qui doit faire peut-être à peine 20 cm de haut, hein, même pas. 20-22 cm de haut, et qui présente effectivement toutes les caractéristiques qu'on n'attend pas de la part d'un livre d'artiste. Pourquoi d'abord? Parce que c'est un livre dont on attendrait qu'il soit précieux. J'ai déjà dit, un livre d'artiste, c'est toujours défini comme étant un objet précieux, un objet rare, un objet numéroté, qui présente les qualités artistiques attendues. Ici, on a un objet industriel. Ça, c'est la première étrangeté.
puisqu'effectivement c'est un objet, un livre qu'on pourrait trouver et qui ressemblerait théoriquement à n'importe quel autre livre. Il est de pagination assez simple, il utilise des techniques assez simples, sur un papier assez commun. Il est imprimé au départ à 300 exemplaires, mais très vite, Ruchet va regretter ça et va refaire une édition dans les années suivantes à tirage illimité. Donc en fait, on a une rupture très forte à plusieurs niveaux. J'ai dit d'abord le rapport au texte. C'est un livre qui ne contient aucun texte. Deuxièmement, c'est l'artiste qui est pleinement maître de l'ensemble de l'ouvrage. Troisième point très étrange, c'est un livre banal, étrangement banal. Donc en fait, on va voir, c'est pour ça que je voulais insister sur cette première étape. C'est pas un livre facile à présenter, hein, mais c'est un livre qu'il faut présenter en premier. Pourquoi il n'est pas évident? Parce que je vous le dis, toutes les caractéristiques qu'on attendrait d'une œuvre d'art n'y sont plus. Et c'est ça qui est justement intéressant. C'est que, quelque part, les artistes de cette génération vont souhaiter se défaire des oripeaux d'un certain héritage mythologique de l'histoire de l'art, de l'artiste et de l'expression, pour intégrer le champ de la société contemporaine. Oui, nous sommes dans une société industrielle. Faut-il le fuir? Non. Tout ce que les artistes avaient cherché à fuir dans l'usage du livre va être ici, au contraire, assumé. Le livre d'artiste est un livre en série, comme une boîte de conserve. On est vraiment dans le pop art, hein. Mais une boîte de conserve d'excellence. Ruchet le disait très bien lui-même, je veux faire un produit en série, mais un produit en série d'excellence. Je veux m'insérer dans le champ de la société de consommation, mais je veux y apporter finalement la précision, la finesse, l'intrigue, l'absurdité parfois, que peut apporter une recherche artistique. Et c'est cet enjeu-là qui est tout à fait fondamental, à mon avis, à la fois dans le champ du livre d'artiste et dans la pratique de Ruchet, qui est celle d'accepter, d'assumer, d'aller porter une œuvre d'art au cœur même des enjeux propres de la société de consommation et de l'industrie. Je vais essayer de revenir un petit peu là-dedans. Deuxième point fort, très très fort, dans ce livre de Ruchet, c'est l'utilisation de la photographie. Voilà aussi, je ne vais peut-être pas trop m'arrêter, lui-même a été influencé par pas mal d'artistes. Je ne sais pas si vous le voyez, donc d'abord je ne l'ai pas présenté, mais qu'est-ce que c'est que 26 Gasoline Station? Attention, c'est 26 Gasoline Station, d'accord? Donc je n'allais pas chercher beaucoup plus loin. Je vous l'ai dit, c'est un préfigurateur de l'art conceptuel. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas trop à faire de la symbolique de symbolique, c'est un travail de documentaire quasiment. Il prend son appareil photo et il va prendre des photographies de différentes stations-essence à travers les États-Unis. C'est un travail de documentation. Normalement, c'est des documents qui lui servent pour faire ses peintures. On l'a vu juste avant. Hein, le travail sur la peinture qu'on a vue de cette station-essence est présente dans la série de ces toiles-là. Et il va dire, non, mais en fait, la toile, c'est presque trop. Je vais aller encore en deçà. Est-ce que je peux aller encore en deçà? Je vais juste publier mes photos. Ce qui est très étrange, il faut imaginer, ce livre a l'air très banal, hein. Je vous le montre comme ça, donc je vous dis des photos. À chaque fois sous la photo, vous avez la marque de la station essence et le lieu, d'accord? La ville et, je vais dire, le département, l'État. Donc c'est un livre qui est d'une banalité affligeante. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que quand vous avez ce livre entre les mains, vous ne savez pas quoi en faire. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond à rien. C'est comme une espèce de bombe silencieuse. Je sais pas comment. Lui-même d'ailleurs, il voulait que ce soit ça. Il voulait que ce soit des brûlots, ces livres. Je vous assure, quand on l'a entre les mains, on ne pense pas à un brûlot. Alors, on pense à un petit fascicule qu'on peut facilement ranger dans un coin de la bibliothèque, voire même dans sa poche. Et pourtant, c'est un livre qui va avoir un grand retentissement à l'époque. D'abord parce que lui est assez connu par sa peinture très vite et qui va beaucoup en parler dans les interviews. Malin, le Ruchet. Et puis également parce que c'est un livre dont les gens ne savent pas quoi faire, très bizarrement. Vous avez simplement 26 pages. Un peu plus en fait, qui présente 26 stations essence. Aucun texte, aucune présentation. C'est même pas un catalogue, ces photos n'ont jamais été présentées en galerie. Ça n'est pas une présentation traditionnelle d'un ouvrage de photographe, etc. C'est un objet énigmatique dont on ne sait pas trop quoi faire et qu'on ne sait pas très bien où ranger dans sa bibliothèque. Bon, j'ai peut-être avancé, mais c'est très important tout ce que j'ai dit. Je le redis vite fait, puis je vais essayer d'y revenir après. L'artiste est maître, total, il n'y a plus d'écrivain. L'arrivée de moyens techniques nouveaux, la photographie, assumée en tant que médium photographique. Troisième petit élément qui est tout bête, l'artiste auto-éditeur, super important. L'éditeur disparaît. C'est l'artiste qui est maître d'œuvre de l'ensemble des dispositifs de production de son propre travail.
Voilà, c'est une petite image toute bête, mais en fait, l'ensemble des 26 stations a été prise selon un cheminement spécifique, qui est la route 66. Donc en fait, c'est tout bête, mais pour ceux qui connaissent un peu, Rucher est en plus en train de nous préfigurer le Land Art. Il n'est pas seul, mais le Land Art, qu'on retrouvera un petit peu après avec Richard Long, est déjà présent un peu en creux ici. C'est important aussi parce qu'à l'époque, il va faire un voyage en Europe avec sa mère, en 2 chevaux. Il va prendre plein de photos pendant cette trajectoire. Et ça veut dire aussi qu'il y a plein de petits éléments qui interviennent ici. Il aura d'autres ouvrages. Le rapport au déplacement, presque le rapport un peu performatif. La performance, le déplacement en voiture devient presque une performance artistique en soi. Le cheminement n'est pas anodin, qui donne lieu à des photos, qui donne lieu à un livre, qui pourra donner des peintures. On est dans une espèce de circulation un peu globale. Voilà. Bon, je vais passer un petit peu, mais bon, c'est important. Mes livres ont été des brûlots. J'adore toujours l'idée qu'ils désorientent. Je crois vraiment que mes livres ont été très radicaux. Peut-être ce qu'il y a de plus radical dans tout ce que j'ai fait. Je les tiens volontiers pour un aspect dominant de l'histoire de l'art de maintenant. Voilà. C'est important à savoir aussi parce qu'aujourd'hui, Rucher, c'est le top du marché de l'art. J'ai même appris il n'y a pas longtemps que c'était le peintre préféré d'Obama. C'est pas rien quand même, et c'est vrai que c'est un type qui se négocie à des tarifs absolument affligeants sur le terrain des ventes aux enchères chez Christie's ou Sotheby's. Voilà, je ne suis pas inquiet pour lui, et en fait même je suis un peu atterré de l'évolution de Rucher que j'admire pourtant, radical, dur mais formidable, pour la raison qu'il se... Alors, je ne comprends pas bien. Il a par exemple fait retirer ses photos de 26 Gathering Session pour les exposer en galerie. Pourquoi c'est aberrant ? Parce qu'un livre d'artiste, c'est un livre d'art. Donc les photos qu'on met dans le livre, on n'a pas besoin de les exposer. Le livre s'auto-suffit en tant qu'œuvre d'art. Si vous les exposez sur un mur, ça veut dire que le livre est secondaire. Ou alors ça veut dire que vous avez besoin de faire un peu de sous, je ne sais pas très bien. Là, je pense qu'il faut faire un peu de sous, visiblement, je ne sais pas. Pareil, il a réédité 26 Gathering Session, mais en version de luxe. En tirage limité, sur un très grand format, avec un papier glacé, machin truc. Pourquoi tu fais ça, Edouard? Je ne comprends pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut le tirer à 10 000, 20 000, 100 000 exemplaires et le vendre à 2 €, si possible à la FNAC. C'est ça l'idéal du livre d'artiste, un peu en creux. Je vais y revenir, mais c'est... Non, je ne cherche pas à faire une œuvre rare, chère. Je ne fais pas du Jeff Koons, je ne fais pas du Damien Hirst. J'essaye d'incarner une espèce d'idéal démocratique. En creux, il y a un peu ça. Et c'est là que c'est années 60, quand même. Et que quelque part, l'appropriation de l'industrie, elle n'est pas simplement froide, conceptuelle, etc. On peut dire, ouais, bon, c'est pas trop ma came. Mais en fait, il y a un vrai idéal presque démocratique en creux, qui est de faire des livres pas chers pour tout le monde, et qui sont des vraies œuvres d'art. Et de dire, la rareté n'est pas le critère. Le critère, c'est l'idée, c'est l'intérêt, c'est le propos, c'est ce que ça dit. D'accord ? C'est pas parce que je suis collectionneur que je peux me le permettre et que je me l'offre que ça a plus d'intérêt. C'est pas ça qui compte. Voilà un peu aussi les éléments. J'avance un peu quand même, parce que j'ai plein d'autres livres à vous montrer, mais ça, c'est les autres livres que Rucher va faire à partir de ce premier livre étalon. Alors c'est intéressant, alors on est très chez Rucher. Il a trouvé le bon format, le dispositif, il a passé des mois à trouver ça, le bon papier. Tous les autres livres seront sur le même format. Même format, même dispositif, même construction. Il variera les motifs. Là, on est sur des feux. Various Small Fire, même si dedans il y a un verre de lait, je l'ai très bien compris. Donc on a des briquets, voilà, le feu. C'est une espèce de collection un peu étrange, très banale, je le redis, c'est important. On ne cherche pas l'exploit, on ne cherche pas l'extraordinaire. On est dans le quotidien, on est dans des choses très communes. D'accord ? Ça aussi, on n'attend pas ça de l'œuvre, normalement. On voudrait qu'elle nous explose à la figure. Lui dit non, l'art, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est ici. Ça, c'est très années 60. Vous l'aurez dans le pop, qui est un peu plus spectaculaire, mais vous l'aurez dans le pop, dans le fluxus, dans l'art conceptuel, dans l'art minimal. D'accord ? Les 4 mouvements clés d'art contemporain des années 60 redisent il faut arrêter de considérer que l'art, c'est là-haut. L'art, c'est ici. D'accord ? Alors, c'est parfois frustrant, mais c'est vraiment ce qui ouvre un champ d'expérimentation très fort. Des parkings, alors vue d'avion. Bon, je passe, mais une série sur les parking lots. Voilà, j'avais prévu un livre sur Nadja, mais je vais arrêter parce que je vois que je vais trop vite. Nadja de Breton. C'était intéressant, c'était pour montrer comment il y avait déjà du pré-pop chez les surréalistes. Et c'était aussi pour dire en creux que ça a l'air tout bête, mais en fait, on n'y pense pas souvent, mais les livres de Rucher sont en fait très rigolos. Ça n'a vraiment pas l'air. Alors, je dirais peut-être pas rigolos, ils sont absurdes en fait. C'est-à-dire que derrière la banalité, derrière l'étrangeté, derrière l'apparente froideur, il y a une espèce de petit surréalisme. Parce qu'il a été influencé un peu par les surréalistes. C'est-à-dire quelque chose d'un peu étrange. On prend des documents neutres et en fait il y a un basculement. Dans l'absence de commentaires, dans l'absence d'explications, il y a quelque chose de très étrange.
Voilà. Lui-même avait théorisé ça, il disait, il voulait que ces livres produisent a kind of H-U-H, H-U-H, qui ne veut rien dire. H-U-H, ça veut dire, il voulait que ça produise, il voulait que le spectateur ne sache plus quoi dire. Ça, c'est très surréaliste, on coupe l'herbe sous le pied, d'accord? C'est tellement bizarre qu'on ne sait plus quoi dire. Alors, d'accord, c'est très frustrant encore en tant que spectateur, mais ces producteurs de rupture, on est dans les années 60, hein, ils se foutent quelque part d'être compris ou pas. Ils veulent, quelque part, ils veulent brûler quelque chose. Hein, c'est Godard qui dit l'art naît de ce qu'ils brûlent. Eh bien oui, ils brûlent les expressionnistes abstraits, ils brûlent tout ce qu'ils peuvent, d'accord? Tant que ça permet de produire autre chose. Soit dit en passant, ça nous ferait du bien d'avoir des trucs comme ça aujourd'hui. Dans le champ de l'art, c'est pas si courant, on ne brûle pas assez, à mon avis. Hein, toutes les périodes révolutionnaires cherchent à brûler. Les futuristes italiens, alors ils ont brûlé un peu trop, hein, parce qu'ils étaient quand même un peu fachos sur les bords, ils étaient pro-Mussolini, etc. Mais les futuristes italiens voulaient brûler les musées. Duchamp voulait qu'on ferme les bibliothèques. C'est des gens qui étaient très radicaux dans ce désir de table rase, de nouveauté. Et du coup, ils étaient pour la brûlure, entre guillemets. Allez, je vais avancer un petit peu. Je dis pas la moitié de ce que j'ai prévu, mais c'est pas grave. Hein. Tac. Oui, parce que le texte était très important aussi pour... bon, je sais pas, on avance. Ok, ça c'est Yann Dibetz. Pourquoi j'ai mis Yann Dibetz? Mais je vais pas le dire, je vais avancer. Non, j'ai pas le temps. Non, s'il me reste que 20 minutes. Parce que j'étais un peu là sur l'idée de la technique. On va voir un petit peu 2-3 petites choses. Je rappelle vite fait, j'aime bien comme ça un petit peu recadré. Qu'est-ce que c'est que le livre d'artiste par rapport au livre illustré? C'est tout l'inverse, au final. Et c'est là qu'il y a rupture. C'est tout l'inverse. Je le redis vite fait. Le livre illustré était cher, le livre d'artiste est pauvre. Le livre illustré était exceptionnel, le livre d'artiste est banal. Il est commun. Il est pour tous. Mais il est bizarre quand même, hein, d'accord? Mais il est banalement bizarre. Le livre illustré était soumis au texte, le livre d'artiste n'est soumis à rien du tout. Il est soumis à l'artiste. L'artiste est maître de son œuvre. C'est tout simple en fait, hein, le livre d'artiste. C'est un livre, c'est une œuvre d'art. Mais non pas comme un livre particulier, mais comme un livre. Un livre, tout ce qu'il y a de plus libre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va... Et le dernier point, j'ai dit, c'est l'éditeur. Voilà, on a 4 points clés. Je l'ai dit aussi... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'allais dire? Rôle prépondérant, édition, éditeur... Ah oui, pardon, je l'ai dit tout à l'heure par rapport au terme. On se trompe beaucoup aujourd'hui aussi, je le dis en passant, là aussi c'est presque comme méfiance. Il y a beaucoup de foires aujourd'hui du livre d'artiste qu'on appelle livre d'artiste. Méfiez-vous, d'accord? Si j'étais un peu intégriste, je vous dirais, c'est pas des vraies foires du livre d'artiste. Parce que qu'est-ce que vous avez 9 fois sur 10? Vous avez des beaux livres, n'est-ce pas, précieux, sous vitrine, qui coûtent un bras, voire 2 parfois, en tirage limité, signé, etc. C'est-à-dire que cette logique du livre illustré, elle va continuer, et elle continue encore aujourd'hui, bien entendu. L'art contemporain est ce qu'il est, hein, il fait du flou un peu aussi. Hein. Et les collectionneurs, les galeristes produisent des livres formidables, mais alors c'est plus compliqué, hein, je caricature un peu. Parfois, par exemple, on a des très bons éditeurs qui, pour financer un livre à tirage illimité, 700 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal, hein, ils vont faire un tirage de tête à 50 ou 100 exemplaires. Le tirage de tête permet de financer le tirage illimité derrière, qui lui, par contre, en termes financiers, maintenant, il faut construire des structures. Mais il y a aussi des collectionneurs qui sont vraiment dans cette logique du livre rare. Le marché est toujours derrière, hein, toujours prêt à dire, fais-en peu, ça coûtera plus cher. D'accord ? Et l'idéal du livre d'artiste, c'est de dire, fais-en plus, il y en aura pour plus de monde. Hein. C'est un petit peu toujours la chose qui est un peu présente entre eux. Donc méfiez-vous, quand on dit livre d'artiste, c'est moi qui ai raison. C'est ça. Hein. C'est pas, parfois le terme est repris beaucoup par pas mal de foires de livres d'artistes qui dit, livres d'artistes, en fait, elles se sont appropriées un terme qui a été inventé à cette époque. D'accord? Donc le artist book, le small press en Angleterre, le livre d'artiste, c'est vraiment un terme qui définit ce que je suis en train de parler. Et aujourd'hui, dedans, on met tout et n'importe quoi. Il y a même des artistes, parmi les plus connus, hein, Dunsborough par exemple, qui dit « Non, mais il ne faut pas appeler ça livre d'artiste. Il faut appeler ça, accrochez-vous bien, livre. » C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans cette idée qu'ils ne veulent pas différencier l'objet du monde réel, qu'ils ne veulent même pas lui donner un terme qui serait trop différenciateur. Allez, j'avance. J'avance pourquoi? Parce que là, j'avais un petit chapitre sur la technique.
Voilà. Pourquoi la technique? Ça, par exemple, c'est un livre historique, Xerox Book. Je le montrerai juste pour une raison. Il est fait en photocopie. Ça aussi, c'est vachement bien. C'est d'un seul coup, puisqu'on n'est pas dans des matériaux précieux, qu'on n'est pas dans des techniques, on va dire, de reliure au cuir, etc., eh bien, on va même aller jusqu'à utiliser les techniques les plus immédiates, les plus simples, la photocopie. D'accord. Voire même ici, Seth Siegelow, qui est l'éditeur de cet ouvrage-là, qui est le grand représentant de l'émergence de l'art conceptuel dans la deuxième moitié des années 60, avec ici les grandes figures de l'art conceptuel américain, pour ceux qui connaissent. Il va dire, non mais le livre n'est pas important, si vous l'avez entre les mains, faites des photocopies. Hein. Si vous voulez l'avoir chez vous, il n'y a pas de problème, vous faites des photocopies. D'accord? Donc on est vraiment ici dans une logique, d'une part, très conceptuelle, c'est-à-dire amaigrissement de la matière, d'accord? C'est l'idée qui compte, et la transmission de l'idée. C'est pas l'objet en tant qu'œuvre. Et donc aussi, ici, et c'est fort, c'est pas l'objet en tant qu'objet financier, quoi. Hein? Faites des photocopies. À la même époque, les situationnistes vont dire à peu près la même chose à Paris, avec ce qu'ils appellent le copyleft. Nos idées vous intéressent, nos livres vous intéressent, copiez-les. Copiez-les, comme vous voulez, n'importe comment même. Oubliez des pages, faites circuler. Quoi. Donc il y a une espèce de décontraction vis-à-vis de la propriété, comme disait Filiou, tu possèdes ta voiture te possède. Il y a un très beau poème comme ça de Filiou, qui a fait des très beaux livres d'artistes notamment. Mais voilà, c'est cette idée aussi d'un rapport à la propriété, et c'est les années 60, qui est vraiment très, très décontracté. Voilà, j'avance un peu, le rôle de l'éditeur, avec ici les Something Else Press, formidable éditeur de Fluxus, toujours années 60. Je reste sur les années 60, avec toutes les Fluxus. C'est important, je le redis, pourquoi? Parce que le livre d'artiste va aussi permettre quelque chose de tout à fait neuf, c'est une indépendance totale vis-à-vis de l'éditeur, je l'ai dit, il n'y a plus d'éditeur, c'est l'auto-édition, mais aussi vis-à-vis de la galerie et vis-à-vis du musée. D'un seul coup, on peut s'auto-exposer. Si le livre d'artiste est vraiment un espace de travail artistique au sens plein, c'est une galerie portative, avec ses critères propres, une pagination, des séquences, du papier, des variations de format, donc une logique presque physique spécifique, la reliure est importante. Mais du coup, Fluxus, par exemple, va créer, avec Dick Higgins et Emmett Williams, deux grands... Voilà, Dick Higgins, c'était aussi un artiste. J'aime bien ça, cette idée comme ça, de jeter des feuilles vers le public. Ils vont avoir leur propre système de diffusion, par correspondance pour l'essentiel. Donc ils produisent, Emmett Williams, qui fait partie donc, des fondateurs de cette maison d'édition, va dilapider sa fortune, il touche un héritage, et bien entendu ses ventes se font à perte. En l'espace de 10 ans, la maison d'édition disparaît, mais elle va produire en l'espace de 10 ans des œuvres incroyables. Pour l'histoire du livre d'artiste, c'est quelque chose de tout à fait fondateur. Autodiffusion, auto-exposition, sécession, on est libre, on fait ce qu'on a envie, on est indépendant du marché, on est indépendant de tout le monde. On cherche ça, on cherche cette espèce de révolution. Il est là, Dick Higgins, il est en train de découper un piano. C'était classique à l'époque. Chez Fluxus, on aimait bien détruire les pianos, et c'était bien entendu des... Alors ici, ça serait un coin de tête, à mon avis. Ils appellent ça quintette, à tous les coups. Ils sont à 5 pour détruire un piano, ça fait du bruit, œuvre musicale. C'était vraiment des mélomanes. Les Fluxus, ils adoraient la musique, très sérieux. John Cage était Fluxus, bien sûr, et c'était un très bon musicien. Max Neuhaus aussi, et un petit peu tous. Ça, c'est Boltanski. Alors, pourquoi je parle de Boltanski? Parce que j'étais un peu sur l'artiste... Voilà, là encore, ce que va permettre... Là, c'est vraiment en chaîne. J'ai commencé avec un truc un peu sec, mais avec Ruchet. Et vous allez voir que cette révolution-là, elle produit des révolutions en chaîne. L'œuvre devient multimédia. Moi, peintre, moi, artiste, pardon, je ne suis pas obligé de faire de la peinture, de faire de la sculpture. Je fais ce que je veux. D'accord? Parce que ce qui compte, ce n'est pas la beauté de l'objet, c'est la force des idées. C'est la force du projet, du concept, mais j'aime pas trop ce terme. Ça veut dire que moi, artiste, je suis pas photographe, je me fous, je prends un appareil photo et je fais des photos. Ici, on a Boltanski, vous connaissez peut-être Christian Boltanski, qui va faire des photocopies toutes pourries. Vraiment, on voit les qualités de rendu, de qualité très mauvaise. Souvent, c'est des reliures en plastique, vous savez, on va vraiment très loin. C'est pas la beauté de la reliure qui sera importante. Photocopie, je fais de la photo, je suis pas photographe. De la même manière que Filiou n'est pas écrivain, il va devenir poète. De la même manière que Broteur, c'est pas cinéaste, il va faire du cinéma. On est tous comme ça, quoi. Ce qui est important, c'est l'idée, d'accord? C'est pas la technique.
Et en même temps, cette espèce de décontraction vis-à-vis de la technique, elle va produire ce qu'ils appellent l'intermédia chez Fluxus, la transmédialité, je sais pas comment on peut dire, multimédia on dirait peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire que l'œuvre n'est pas une œuvre de spécialiste. Je peux choisir les outils que je veux selon le projet que j'ai à faire. Moi, alors ça, dans les artistes, les jeunes artistes qui sortent des Beaux-Arts aujourd'hui, c'est affaire reconnue. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Je le redis, si vous êtes peintre, vous êtes peintre. Si vous êtes sculpteur, vous êtes sculpteur. Non, le livre participe à cette refondation. Je vous dis que tous les élèves qui sortent aujourd'hui des Beaux-Arts, ils sont transmédia. Hein. Ils utilisent un jour ses photos, l'autre fois ses vidéos, la troisième ses peintures. Il y a une sorte de grande décontraction vis-à-vis des médias. Maintenant, c'est une chose un petit peu assise. On est 50 ans après. Alors, comme toujours chez Boltanski, c'est très, très intéressant, Boltanski joue sur le vrai et le faux. Ici, c'est un constat, presque policier, de sa propre mort. C'est joyeux, toujours chez Boltanski. Hein. Voilà, avec les photos, tocard des transports, la bicyclette de la victime, trajet suivi par la victime au lieu de l'accident. Vous voyez quand même la qualité, il faut être décontracté. Hein. Moi j'aurais eu du mal quand même à aller jusque-là. Hein. Si j'ai des photos entre les mains et que j'obtiens ça à la fin, c'est chaud quand même, hein. C'est compliqué. Mais bon, le but c'est de faire des livres et de les diffuser. Quelques instants après l'accident, etc. Le quart de police secours. Quelques aspects de l'avenue Jean Jaurès. C'est bucolique d'un coup. Etc. etc. Relever la craie de la position du corps, qui s'est fait son propre relevé, je peux la craie. Allez, un autre livre de Christian Boltanski, parce que j'aime beaucoup Boltanski. Boltanski sera important, c'est un des artistes français qui va être avec peut-être Ben, vous connaissez peut-être, sera un des premiers artistes là aussi à dire non, non, le livre d'artiste c'est vraiment un lieu artistique à part entière. Et ça se retrouve dans quelque chose de tout bête, c'est que... un truc tout bête, c'est qu'ils vont produire. Alors c'est tout bête, mais il y a beaucoup d'artistes qui font des livres d'artistes, mais de manière ponctuelle. Je fais une expo, on a un budget édition, plutôt que de faire un catalogue, on fait une œuvre d'art, super. On fait 2-3 livres dans sa carrière, pas plus. Boltanski a un catalogue de, je crois, presque 60-80 livres d'artistes, ce qui est énorme. On avait vu Kloski aussi, hein, pour le deuxième numéro de la revue blanche dont je m'occupe. Kloski, c'est pareil, c'est vraiment intéressant pour ça. C'est des types qui ont dit à un moment, non, vraiment, je considère que c'est vraiment un lieu artistique à part entière, avec tous les enjeux presque politiques que j'ai indiqués avant, et qui vont vraiment le prendre au sérieux sur toute leur carrière. C'est important à dire parce que ça rapporte rien. Il faut le dire. Quand vous êtes en galerie, vous pouvez faire un peu de sous quand même. Quand vous faites des livres d'artistes, franchement, vous ne pouvez pas faire beaucoup de sous. Au mieux, vous rentrez dans les frais. Parce que aussi, il y a cet idéal derrière, qui est de ne pas faire vraiment d'argent non plus. Hein. Voilà. Ici, une œuvre de Boltanski que j'aime bien, c'est un truc qu'il avait proposé à plusieurs commissaires d'exposition à l'époque. Il était jeune, hein, et il voulait aussi réussir, hein, Boltanski, mine de rien. Et donc, il envoie comme ça une trentaine de lettres pour des livres, pour faire les projets d'expo et de livres d'artistes. Le projet est simple, c'est de faire un inventaire de tous les objets que possède quelqu'un. D'accord ? Vous voyez, toujours pareil, je reviens un peu à Ruchet tout à l'heure, c'est d'une banalité affligeante. Hein. Ensemble, doublure, peignoir, foulard, etc. Dentifrice, crème, shampoing. Ben, ça dure. Hein. Donc il y a un inventaire de tous les objets que possède une personne. Donc on donne le nom de la personne, enfin plutôt là où elle habite, et c'est tout. Et on a une espèce d'inventaire du rien, d'inventaire du tout. Ça c'est typique de l'œuvre de Boltanski, c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous. Hein, il a fait un travail sur la Shoah qui est très fort là-dessus, avec les vêtements vides. Bon, je ne rentre pas, je pourrais faire 1 heure sur chacun des artistes. C'est vraiment, je redis, un panel d'ouverture, mais c'est très fort l'œuvre de Boltanski. Pourquoi ? Et il va faire cette expo, il va le faire au CAPC de Bordeaux, avec une femme décédée. C'est encore plus fort. Une femme décède, on prend tous les objets qu'elle possède, et on met tout sous vitrine, comme dans un musée d'histoire naturelle. C'est poignant, on ne peut pas imaginer. Ça a l'air de rien, c'est une espèce de banalité, parce que c'est la singularité qui bascule dans l'universel. C'est la mémoire qui disparaît à tout instant, et qu'on cherche à réhabiliter, tout bêtement. Il fait une très belle œuvre en ce moment, qui est encore en cours, par exemple, dans une île au Japon. C'est une espèce de maison bunker, dans laquelle il recense les battements de cœur. D'accord ? Ça fait des années maintenant qu'il enregistre des battements de cœur, il y en a plusieurs dizaines de milliers, maintenant il y en a vraiment énormément, et c'est tout. D'accord ? Un battement de cœur. On a tous le même et on a tous un battement différent. C'est tout à fait l'œuvre de Boltanski, ça. C'est moi, c'est tout le monde. Et c'est là que c'est poignant en général. C'est pas du tout concept, hein, Boltanski. On n'est vraiment pas chez les artistes conceptuels. Hein. Quelque chose d'extrêmement poignant. Voilà. Bon, après, j'ai plein de petits livres qui sont là un peu pour
pour expliquer un peu cette logique-là avec, par exemple, les artistes du land art, Richard Long. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans ces années 60, tous les artistes, tous les grands mouvements de l'art vont s'approprier à un moment ou à un autre le livre d'artiste. Par exemple, la raison qui peut amener quelqu'un comme Richard Long, c'est quelqu'un qui pratique le land art. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre juste une image ou deux de land art. Voilà, ça par exemple. Le land art, c'est quoi? Moi je suis artiste, mais je suis marcheur, d'accord? C'est des grands marcheurs, donc je vais dans les plaines écossaises, et puis je fais des sculptures dans l'espace, vous voyez? Je mets des cailloux en rond. Ou bien je coupe les petites pâquerettes, et puis je fais une croix. Donc c'est une espèce de transposition d'enjeux comme ça, très minimales, ce sont des formes toujours très géométriques, très simples, mais c'est un minimalisme qui n'est pas tellement mathématique, qui est à la limite de l'ésotérisme. C'est des romantiques en fait. Le rapport au paysage, c'est en fait quelque chose de très romantique. Là encore, pour ça, les artistes du land art sont des artistes en fait très, très sensibles, j'allais dire. Mais comment montrer ça? D'accord? On fait des photos. Comment montrer les photos? Il faut les montrer en galerie. On va en faire des livres. Et en fait, ce qui va être bien avec le livre, c'est qu'on va montrer toujours plus. On montrera, par exemple, je ne sais pas si je l'ai, on montrera les cartes, où j'ai été, comment. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur le transmédia? Une œuvre, c'est pas forcément une belle image, une belle peinture. C'est l'outil dont on a besoin pour faire ce qu'on a envie de faire. J'ai besoin de cartes, j'ai besoin de photos, j'ai besoin de textes. Par exemple, ici, ce très beau livre que j'aime beaucoup, 12 Works. Ce sont différentes marches, différents projets de marche, avec ici Daystone, 14 days, donc 40 jours, 40 pierres. A stone placed each day to make a curve on the Kantok Hills. Voilà. C'est une œuvre qu'il a réalisée, mais là il se dit je ne vais même pas prendre de photos. Mais il l'a faite, et il nous dit qu'il l'a faite, par l'écrit. Voilà, une marche de 118 miles quand même, sous le ciel. Et il archive. Nuages, pluie, les soleils, nuages, etc. etc. Donc c'est une espèce d'éphéméride un peu. Mais c'est vrai, et il l'a vécu. Il y en a même un qui fait encore pire, entre guillemets, c'est Stanley Brown, mais qu'on ne sait pas. D'accord? Donc il dit, jeudi 12 mars 1978, aujourd'hui j'ai fait 3504 pas. Deuxième page. Vendredi 38 avril, j'ai fait 6892 pas. Donc on est dans une espèce de comptabilité maigre comme ça, simplement d'un rapport... donc on peut comme ça réduire l'information à son maximum. Ici, on voit comment le livre d'artiste a une importance clé. Encore un livre ici de Richard Long, 100 Stone. Il fait une marche. Pendant cette marche, il prend en photo des cailloux. D'accord? Un caillou, 100 cailloux. 100 pages, 100 Stone. On est dans une collection. C'est très beau en même temps. Ces cailloux, ils sont très beaux, je pense. C'est une espèce de ready-made, mais version un peu bucolique, quoi. C'est un objet trouvé, mais qui ne s'est pas, émerveillé devant un galet ou devant un bout de bois sur le bord de la mer, etc. Il y a cette espèce aussi de pureté formelle, presque de la forme érodée par le temps, et cette collection. Voilà, je vais peut-être passer sur cette image parce que j'en ai peut-être une ou deux. Très beau, travail de Céline Duval. Très contemporain, Duval. Duval, elle a peut-être 35, 40 ans maintenant maximum. C'est une espèce de post-génération. Elle est très proche de quelqu'un comme Feldman, Boltanski. Pourquoi? Parce qu'elle travaille d'après des images trouvées. Tout ça, c'est que des photos anonymes. Mais je vais passer. J'en prévois toujours trop. Je vais finir peut-être tranquillement, puis peut-être je vous laisserai un petit peu de temps pour qu'on ait quelques questions aussi. J'espère que j'étais un petit peu clair. Celui-là est très bien aussi. Ça part de Duchamp. C'est une transposition du livre de Duchamp. Voilà, ça. C'est lentille, moi c'est ce que j'aime pas. De toute façon, je ne peux pas me les payer, donc c'est réglé. Et c'est vraiment cette logique du beau livre, je vous le montre comme ça en passant. Moi j'ai ma petite collection de livres d'artistes, j'ai peut-être 80 ouvrages maintenant. Ça ne coûte pas grand chose, Le plus cher il coûte peut-être 80, ça fait déjà beaucoup. Et le moins cher il est à 2 €, je crois. Donc ça tourne à 10-20 € mes livres. Je suis très content. C'est des livres qui n'ont aucune valeur en termes de... Et même quand ils deviennent rares, par exemple, je le redis en passant, mais c'est un élément important, on a un très bon éditeur qui s'appelle ZDL Édition.
par exemple, qui maintenant republie des ouvrages historiques qui sont épuisés. Pourquoi? Parce que alors, il y a plein de complexité dans le livre d'artiste, j'ai dit, c'est un livre pour tout le monde. Voilà. C'est un livre pour tout le monde, qui doit coûter pas cher, seulement le marché est toujours là, ce qui fait que pour des œuvres historiques, même quand il y en a 500 000 exemplaires, très vite c'est des ouvrages qui deviennent rares, et qui redeviennent chers. Donc il y a des éditeurs aujourd'hui qui reprennent les droits et qui les réimpriment, qui font des facsimilés et qui les revendent à 2-3 euros à leur prix d'origine. Ça, c'est super. Quand il y a des éditeurs qui prennent le relais, ça veut dire qu'on peut continuer à garder cet idéal spécifique d'une œuvre d'art qui coûte pas cher, qui est pour tout le monde, et qui peut finalement transmettre beaucoup plus un projet artistique, une idée, une pensée, un rapport au monde, que la possession de, etc. etc. Voilà. Voilà, ça c'est, hop, antithèse. Je rappelle un peu. En tout point, antithèse. En tout point. Voilà, alors re-l'antithèse. Je me suis amusé à vous mettre. Pourquoi? Parce que, et peut-être que je pourrais commencer à terminer par ça, et c'est ce que j'aime bien aussi dans le livre d'artiste. Je ne sais pas comment j'ai qualifié cette partie, mais en fait, le livre d'artiste permet de réinterroger en permanence l'art contemporain. Je l'ai dit, c'est un contre-modèle. Et de ce point de vue-là, dès les années 60, il se propose comme un contre-modèle, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Un contre-modèle au marché, un contre-modèle à la toute-puissance du commissaire d'exposition, du musée, parce que c'est un artiste, il n'est pas si important. Hein. Celui qui est vraiment important aujourd'hui, c'est le curateur, comme on dit, le commissaire d'exposition. C'est celui qui vous invite à exposer, parce que si vous n'exposez pas, vous n'avez pas de carrière. Hein. Donc, et c'est vraiment une espèce de contre-modèle total au fonctionnement de l'art contemporain. Donc je voulais montrer un petit peu, voilà, du Jeff Koons, par exemple, qui est dans l'anti-livre d'artiste à sa manière. D'accord? On avait des objets banals, simples, quotidiens, pas spectaculaires, pour tout le monde, pas cher. On a des œuvres énormes, monumentales, qui coûtent un bras, même plus qu'un bras. Je sais pas combien ça se négocie, je m'en fous un peu en fait. Hein. Mais on parle que de ça dans la presse. Mais voilà, Jeff Koons qui est actuellement en rétrospective à Pompidou. Belle expo en plus, hein. J'y suis allé, j'étais plutôt agréablement surpris, même si c'est vraiment quelqu'un que j'aime pas sur le fond du travail, c'est formidable, hein, si on peut pas s'y arriver là, c'est que c'est pas complètement inintéressant, mais enfin voilà, est-ce que ça m'intéresse vraiment ça? Pas trop, personnellement, hein, je donne mon avis individuel, et je le redis, c'est l'anti-livre d'artiste, hein, c'est l'anti-Rucher. C'est pour ça que quand Rucher commence à faire son Jeff Koons, ça m'embête un peu, quoi. C'est-à-dire quand il cède à cet appel du marché qui est là, quoi. C'est toujours un peu dommage. Toujours un peu dommage. Voilà. Alors, je termine avec quelques œuvres. Toujours cette question de diffusion, avec un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fred Forrest, et ce qu'il a appelé l'art sociologique, et qui va, par exemple, ici dans la Tribune de Lausanne, puisqu'on s'approprie la diffusion, et bien on va même, quand on a un peu de sous, acheter des espaces dans la presse. Et Fred Forrest va acheter un espace de blanc. D'accord? Il achète, ça coûte cher quand même, hein. Il achète un espace pour faire un espace blanc. Et l'idée, c'est de dire, voilà, un petit peu de vide d'abord, et ensuite, l'idée est un peu plus joueuse, il y a un petit texte dessous, hein. Il dit, faites quelque chose, vous voulez dessiner un truc, dessinez. Hein. C'est une manière, je trouve, à la fois joueuse, maligne, de produire du vide, et en même temps de produire de l'interaction, de dire au spectateur, on peut s'approprier ces outils-là. Donc vous voyez, on décale même, on est non seulement auto-éditeur, mais on est autoproducteur dans des circuits d'édition qui sont des circuits industriels. Vous voyez comment l'industrie devient un espace de jeu à la fin. Et que l'art n'est pas confiné, n'est pas obligé d'être confiné. Ça aussi, c'est très Fluxus, j'adore ce mouvement. C'est l'art et la vie confondus. D'accord? Il n'y a pas l'art d'un côté et la vie à côté. Tout ça, ça va ensemble. Il y avait encore une très belle phrase de Carion que j'aime beaucoup, mais comme j'ai pas dit la moitié des citations que j'avais prévues, c'est peut-être pas très grave. Ah oui, there is no art and life, only life. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas l'art et la vie, il n'y a que la vie. Bon. En fait, il y a quand même l'art et la vie. Hein. Mais très proches, vraiment très proches l'un de l'autre. Donc on peut investir des espaces comme ça. Voilà, je l'ai dit le texte. Ceci est une expérience, une tentative de communication. Il a fait pareil dans le monde, un espace blanc dans le monde. Ça a coûté cher, je ne sais pas comment il fait. Ça, c'est aussi un artiste que j'aime bien, qui a fait, c'est Tim Ulrich. Ce sont des petites annonces publiées dans la presse. Toutes petites annonces. C'est rien, ça se voit pas. Mais c'est une petite œuvre d'art disséminée. Tous les jours ou toutes les semaines, il publiait une petite annonce artistique. Un truc, c'est pas trop. Si on lit le texte, on comprend pas.
Hein, et il va ensuite les réunir dans un seul livre pour leur donner corps, un petit peu, hein, pour rassembler, pour que ça ne soit pas trop dilué non plus. Mais c'est des interventions directement dans le champ de la presse. Hein. Vous voyez comment le médium devient un élément clé. Allez, je continue avec quelques œuvres un peu plus politiques. J'adore ça aussi, Nanucci. C'est un livre tract, d'accord? C'est-à-dire que les pages sont faites pour être découpées. On découpe et on le transmet. Et dessus, il y a juste un slogan. Art as social environment. C'est-à-dire l'art comme environnement social. Et livre tract. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette idée, vous voyez, je disais que le livre n'est pas important en soi. Ben là, on en a un exemple, hein, puisque le livre, à la fin, n'existe plus. Il ne reste plus que ce petit bout de reliure, quoi. Il est tellement pas important, tellement pas cher, qu'il faut qu'il vive, il faut qu'il s'épuise dans le réel. C'est l'anti-bibliophilie totale, hein, quelque part. C'est un peu frustrant. Moi, j'y suis pas arrivé avec celui-là, parce que ça, c'est une version plus contemporaine. C'est Gallego et Martinez qui ont monté ça. Ça s'appelle Tract, les tracteurs. Et en fait, c'est un principe collectif. Et là encore, il y a une grande utopie sociale derrière. Travail collectif, on ne signe pas trop. Et c'est un vrai travail ensuite d'intervention, un peu. Chaque artiste fait un espèce de tract, hein. On achète un paquet de tracts, il n'y a pas de couverture, on peut l'acheter chez Un Certain Sens, très bon éditeur à Rennes de livres d'artistes, et on décroche les pages une à une, et on peut les donner, les accrocher sur son mur, etc., les distribuer. Ces livres sont épuisés au cours de performances qui sont réalisées régulièrement maintenant depuis 15 ans, à différents moments, des vernissages, des expos, ou même des festivités X ou Y. Tchac, on fait une performance à 10 personnes, on prend et on épuise des livres, et on distribue aux gens dans la rue. Une espèce de grande générosité, très années 60, quoi, sur cette idée un peu d'être vraiment dans le contact et la transmission. Moi, j'ai réussi à en épuiser une dizaine. Après, le bibliophile a repris le dessus quand même. J'ai pas supporté l'idée d'avoir mis 20 € dans un livre en sachant qu'à la fin, j'aurais rien. Donc, j'ai fait un peu les deux, quoi. J'en ai donné 10, et j'ai quand même gardé le reste après. Bon, peut-être un jour, j'y arriverai. Voilà, je parlais de diffusion. La galerie Florence Louis à Paris. On a nos propres réseaux de diffusion. C'est une galerie, mais c'est aussi une librairie exclusivement consacrée aux livres d'artistes. Il y en a plusieurs, ça. Il y en a à New York, il y en a dans toutes les grandes capitales. Paris, il y en a 2. Il y a aussi Castillo Corrales, qui est très bonne. La galerie Perrotin est bien aussi. La librairie, la galerie Perrotin. Agnès B, très bien aussi. Il y a 2-3 comme ça, galeristes, qui ont un intérêt pour cette question-là, et qui développent des petites librairies, qui leur coûtent. D'accord, ils ne gagnent pas d'argent avec ça. Mais voilà, c'est bien. C'est souvent des gens qui sont un peu investis dans le champ de l'art contemporain et dans une certaine idée de l'art contemporain. Bon, je vais passer. Topographie anecdotée du hasard, j'adore, c'est un livre de Spoeri. Je vais vous en montrer 2 derniers, et je m'arrêterai là, parce que je voulais terminer sur cela, pour vous montrer comment l'art et comment cette révolution de Ruchet et de tous ces artistes produisent maintenant une culture du livre qui est productrice de projets qui vont dans tous les sens et qui se réapproprient cette ouverture du champ du livre et de l'art. D'abord, ce livre de Nicolas Simaric qui s'appelle La Déroute. Alors je le dis aussi parce qu'il est très local, d'accord, on trouve ça bien aussi. Simaric est un artiste qui fait son chemin, qui n'est pas très connu, mais qui bosse bien, et j'aime beaucoup ce livre. C'est donc une espèce de facsimilé de La Redoute, qui s'appelle La Déroute, et c'est en fait un travail de résidence qu'il a fait au quartier d'Ampalo pendant un temps assez long, je crois, une bonne année, et pendant tout ce temps, il va prendre des photos de tous les habitants du quartier d'Ampalo. D'accord ? Mais vraiment, c'est impressionnant quand on a ce livre entre les mains, la variété, le nombre de pages et finalement le portrait de groupe qu'il constitue. Ça m'a aussi plu parce qu'en fait, ça m'a presque rappelé le projet de Kloski. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui étaient là pour la sortie de Blanche numéro 2 au mois de février. Vous savez, c'était juste une liste. C'est intéressant parce qu'il y a ça aussi dans le livre de... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a remplacé tous les éléments de description. Alors ici, par exemple, le prix devient simplement l'heure. Voilà, à quelle heure on a pris la photo, quand, voilà. Et voilà, là ça va être des objets du quotidien. Je le redis, c'est très banal, très banal. Et je peux pas zoomer dans celui-là, si. Des objets, seulement au lieu que ce soit des objets de menuiserie, etc., c'est des objets des gens, quoi. Là encore, je redis, cette banalité de l'objet, attention, c'est pas une banalité artistique, c'est une banalité pour tous. C'est un vrai projet artistique en cause, quoi. Et le texte, en fait, à chaque fois, c'est simplement des listes de noms de tous les habitants. Donc, en fait, c'est une espèce de portrait.
C'est une espèce de démocratie poussée jusqu'à l'extrême, avec le quartier d'Ampalo, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. L'idée de réhabiliter aussi un quartier, réhabiliter. Le terme est déjà un peu litigieux, je trouve. Simplement travailler sur une perception, une visibilité de ces gens qu'on voit peut-être peu. Hein. Merci Brigitte, il est super bien. Et voilà, j'adore ce livre. Je trouve qu'il incarne tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Sur le rapport à l'édition, à l'artiste, à la société, à la non-numérotation, à la générosité, à l'engagement, etc. Et je terminerai, après je vous laisserai la parole, si vous avez des questions, commencez à les méditer, et puis sinon on s'arrête là. Hein. C'est un petit livre que j'aime beaucoup aussi, toujours pareil, des livres qu'on peut acheter. Alors Cimérier qui est épuisé malheureusement. Celui-là il se trouve très facilement, éditeur Zone, c'est Julien Prévieux, Lettres de non-motivation. C'est un ouvrage de jeunesse. Je le dis en passant, affaire à suivre. Julien Prévieux vient de recevoir le prix Marcel Duchamp. D'accord ? C'est un grand prix qui est remis par l'ADIAF, qui est une organisation qui vise à promouvoir les artistes français à l'étranger, etc. Et ça, c'est un ouvrage assez vieux, qui a 5-10 ans facile. Hein. Un de ses tout premiers ouvrages, super bien. Et maintenant qu'il a du succès, je me dis, est-ce qu'il va continuer à faire des livres d'artistes ? Ce sera un peu ma question, parce que maintenant, Julien Prévieux tourne bien depuis son prix. Je pense qu'il va avoir un bon début de carrière. Enfin, il n'est plus très jeune, il a déjà 30-40 ans, facile. Mais... Pardon. Non, parce que je pense en termes de carrière. Parce qu'il y a les artistes, je ne vais pas m'en sortir avec ça. Les artistes, ils sont en début de carrière, c'est 20, ils sortent de l'école à 25. Si à 35-40 ans, vous n'avez pas vraiment embrayé votre début de carrière, après vous passez dans les milieux de carrière, 40, 55 ans. Et il y a des lieux pour ça. Hein. C'est pour ça que je dis c'est très séquencé, hein, le champ de l'art contemporain. Il y a des galeries qui ne font pas les jeunes, qui font pas les jeunes artistes, qui font les relais avec ça, c'est certaines galeries qui le font. Gagosian ne fera pas de jeunes. Hein. Gagosian, c'est du Rucher, du Jeff Koons et compagnie. Allez, je présente ce livre rapidement. C'est tout simple. Ce sont les lettres de non-motivation. Il n'avait pas de boulot à l'époque, c'était un peu compliqué. Et il a décidé, du coup, de répondre méthodiquement à toutes les offres d'emploi dont il sait qu'il ne les aurait pas, en expliquant pourquoi il ne fallait pas l'engager. D'accord ? Donc, il rédige des lettres de non-motivation. Voilà un exemple. Tchac. J'aimerais bien avoir un de ces textes à lui. Est-ce que je l'ai ? Ah, j'ai que des... Dommage. Ah oui, je vous écris suite à votre annonce, ou plutôt vos annonces parues dans l'hebdomadaire, etc. Vous essayez une fois de plus de nous faire croire à des projets qui ne sont pas les vôtres, la génération Bouygues Télécom, etc. Comment ne pas sourire en imaginant des individus formatés par un groupe. Donc voilà, c'est toujours des lettres où il explique de manière plus ou moins ironique pourquoi est-ce que l'offre est ridicule, pourquoi c'est mal payé, c'est stupide, etc. Et ce qui est super, c'est que les gens lui répondent. Donc le livre, il a quand même envoyé, je crois, presque 2000 lettres de motivation, en tout, au moins, pour recevoir plusieurs centaines de réponses, certaines formatées, beaucoup non formatées, en disant « Monsieur, on est ravi, merci d'avoir répondu, mais ça ne va pas être possible, je crois que vous n'avez pas bien compris, etc. etc. » Donc, vous voyez comment, là encore, on est sur un objet qui est assez à la fois comique, mais en même temps très fort, presque dans l'enjeu, presque politique en creux, derrière l'humour, et qui se présente comme une espèce d'œuvre qui est tellement absurde qu'elle ne peut être qu'artistique, très banale dans son inscription dans le champ du quotidien, diffusée en série. Voilà, on est vraiment dans cette logique que j'aime bien personnellement, assez politique, des possibilités propres aux livres d'artistes. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Merci à tous. Et rendez-vous pour ceux que ça... Alors, d'abord, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions ou pas? On va peut-être s'arrêter là. Hein. Ah oui, une petite question, dis-moi. C'est juste une petite remarque, en fait, c'est très sociologique. Ça ouvre la porte à la sociologie. Oui, alors une sociologie, après, les sociologues ne sauraient pas trop te dire, ah non, c'est pas de la sociologie. Effectivement, alors, deux choses. D'abord, il ne faut pas trop m'écouter. J'ai sûrement fait une présentation un peu orientée. D'accord, j'ai présenté pas mal années 60, j'ai présenté des artistes que j'aime bien. J'aurais pu, par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps un livre très beau de Karl Lagerfeld, à cet espace qui s'appelle, comment ça s'appelle, Monalisé.
Je sais pas si vous connaissez. Ils ont des déstockages de livres d'artistes super bien. J'ai vu un Boltanski à 20 € la dernière fois. Super ouvrage. Un vrai livre d'artiste en déstockage. Bon. Il y en avait un de Karl Lagerfeld. Magnifique. Sur des papiers de cire avec des reproductions d'images, etc. C'est pas ma cam a priori. Parce que j'ai envie de dire que c'est des images très belles, des grands formats, des papiers précieux. Mais c'est un vrai livre d'artiste contemporain. En fait, moi j'ai indiqué une ligne très radicale pour montrer vraiment comment le livre d'artiste avait ouvert des pistes. Tu as raison, cette dimension sociologique est très présente. Mais on pourrait dire socio, un petit peu scientifique. En fait, dans les années 60, il y a plein d'artistes qui, pour se réinventer artistiquement, vont s'inspirer des sciences humaines, en général. On pourrait dire sociaux, mais je pourrais te montrer plein d'autres artistes où ça va être plutôt la botanique, ou parfois d'autres, c'est carrément les maths, les sciences dures. Mais c'est vrai que les sciences humaines comme ça, la linguistique, la philo, voilà, on va trouver des points de communication. Et c'est vrai qu'il va y avoir cette dimension. Après, il y a toujours la dimension un peu folle, un peu absurde, qui fait qu'un sociologue ne serait pas trop... Un vrai sociologue te dira, mais non, non. C'est intéressant, certes, mais c'est pas de la sociologie. Donc on est dans un entre-deux, comme souvent chez les artistes, c'est pas des scientifiques. Pas vraiment. Mais ils inventent un nouveau statut, de la même manière que Warhol s'invente artiste en étant publicitaire, beaucoup d'artistes se réinventent artistes en étant universitaires bizarres. Voilà. Donc je le redis, aujourd'hui le champ du livre d'artiste est encore plus riche, peut-être, j'espère que j'ai montré assez riche, mais encore plus riche que ce que j'ai montré. Et il y a des pratiques qui vont dans tous les sens, y compris, je le dis, des livres formidables qui sont précieux. Hein, il ne faut pas non plus prendre tout ce que je dis au pied de la lettre. Moi, je milite pour des objets pas trop précieux, mais il y a aujourd'hui des livres à tirage limité qui sont formidables. Donc, il ne faut pas non plus... Voilà. Les héritages historiques sont mixtes et mélangés, et on est aujourd'hui... Ce qui est intéressant, à la fin, c'est le projet. D'accord ? Et puis le portefeuille, si on peut se le payer, si on a envie. Mais c'est ça qui va être déterminant. Ok ? Voilà. Merci à vous. Prochain rendez-vous le 4 avril, si vous êtes intéressé, avec le dernier volet du livre d'artiste, pratique contemporaine, encore plus récent. Merci à tous.